Il a élevé ma fille seule. Mais sa mère biologique est revenue, a retourné mon enfant contre moi et s'est fait tatouer le cou maintenant. Ma fille a enfin vu ses vraies couleurs et voulait rentrer à la maison. Je me souviens avoir rencontré la donneuse d'ovus de Emma, fille comme si c'était hier, c'était à la fête d'un ami à l'époque. Je me bousculais comme chauffeur-livreur et je prenais des cours du soir. Elle avait un an d'avance sur moi à l'université. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là. C'était juste une de ces choses. Vous savez, aucun de nous ne pensait que cela se transformerait en quelque chose de sérieux. Alors imaginez ma surprise quand elle m'envoie un SMS un mois plus tard, disant qu'elle était enceinte au départ. La donneuse d'ovules n'avait pas l'intention de garder le bébé. Je lui ai dit, franchement, que je soutiendrais quel que soit le choix qu'elle aurait fait. C'était son corps, sa décision. Mais ensuite, ses parents super religieux se sont impliqués. Ils ont commencé à prêcher sur le fait que mettre fin à la grossesse serait un péché. Ils ont poussé et poussé jusqu'à ce qu'elle change d'avis sur le fait de garder le bébé. Mais même alors, elle a continué à dire qu'elle ne voulait pas être une mère. Elle a parlé de mettre le bébé en adoption après sa naissance. Cette idée ne me convenait pas, l'idée que mon enfant grandisse avec des étrangers, ne sachant pas que leur vrai père était insupportable. J'en ai parlé à mes parents et ils m'ont aidé à comprendre les choses. Je suis retourné voir la donneuse d'ovules avec une proposition que j'ai proposée d'en prendre la garde complète après la naissance. Je lui ai dit qu'elle n'aurait pas à s'occuper des questions parentales. Si elle ne le voulait, passe, elle a sauté sur l'occasion. Cela lui a permis d'éviter la responsabilité tout en gardant ses parents heureux. Que le bébé ne soit pas confié à des étrangers semblait être une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Je connais certaines personnes pourraient penser que j'étais fou de vouloir élever un enfant de mon âge. Surtout quand je travaillais comme chauffeur-livreur, mais si elle ne pouvait pas laisser mon enfant disparaître dans le système, la donneuse d'ovules renonçant à ses droits était honnêtement le meilleur résultat, même si elle revenait des années plus tard pour semer le trouble. Il veut dire quel genre de personne abandonne son enfant et se présente ensuite en s'attendant à jouer à maman une fois que tout le travail acharné est fait, non parce que je sois amer ou quoi que ce soit le jour de la naissance de ma fille soit gravé dans ma mémoire pour la première fois. Homme, rien ne peut vous préparer à ce sentiment qu'elle était cette petite chose fragile, mais elle est instantanément devenue mon monde entier. Mon père m'a pris à part à l'hôpital ce jour-là et m'a dit qu'être père changerait tout. Ce n'était pas une blague. Je l'ai regardé et je savais juste que je ferais n'importe quoi pour lui donner une belle vie. Mieux ainsi, honnêtement, être une père célibataire, tout en essayant de terminer mes cours, n'était pas une blague. J'ai l'ivresse des scolis pendant la journée, j'assistais à des cours du soir et j'apprenais à être parent en même temps. Mes parents étaient d'une grande aide. Ma mère surveillait ma fille pendant mes cours et il se relayait quand il y avait des itinéraires de livraison. J'ai nu serait probablement pas s'arriver sans eux, mais je me sentais toujours bizarre de dépendre autant d'eux. Les accouchements, après avoir passé la nuit debout avec un bébé qui pleure, mais c'est ce qu'on fait quand on est parent. Ma fille avait besoin de moi et c'est tout ce qui comptait. Je suis presque sûr que j'ai consommé plus de boissons énergisantes, la première année que n'importe quel être humain ne devrait, mais nous avons fait en sorte que cela fonctionne. J'ai été déterminé à tout gérer moi-même. Les couches que le médecin visite, tout cela. Mes parents n'arrêtaient pas de proposer de m'aider davantage avec les dépenses, mais j'étais têtu en regardant en arrière peu, être que j'aurais dû accepter plus d'aide, mais je voulais prouver que je pouvais être un bon père. Et j'en suis sûr beaucoup de... J'en doutais qu'un jeune chauffeur-livreur puisse supporter d'être un père célibataire. J'étais déterminé à leur prouver qu'ils avaient tort. La donneuse d'ovules a terminé ses études avant moi et partie avec un gars avec qui elle sortait. Elle n'a jamais demandé comment sa fille allait, pas un seul appel, mais ça me convenait. Je n'avais pas besoin qu'elle vérifie, et juste pour compliquer les choses. Comme il semble que j'étais un parent célibataire, et ma fille était encore jeune, le travail d'accouchement, aussi peu glamour que cela puisse paraître, offrait une stabilité et un emploi du temps prévisible. L'idée de recommencer dans un nouveau domaine, potentiellement obligé de travailler des heures plus longues ou imprévisibles, était intimidante et j'avais de bonnes relations avec mon patron et mes collègues.
Il comprenait ma situation de père célibataire et était toujours flexible lorsque je devais ajuster mon emploi du temps pour des événements scolaires ou des rendez-vous chez le médecin. Honnêtement, le diable, vous savez, certains se sentent parfois plus en sécurité que celui que vous ne connaissez pas, surtout quand vous avez un enfant qui dépend de toi. J'ai pensé qu'il valait mieux s'en tenir à quelque chose de stable qui me permettait de donner la priorité à ma fille, même si cela impliquait de mettre mes ambitions de carrière en veilleuse. Puis j'ai finalement économisé suffisamment pour nous trouver notre propre logement. C'était rien d'extraordinaire, juste un petit appartement de 2 chambres, mais c'était le nôtre. Mes parents ont proposé de continuer à aider, mais ils avaient déjà fait plus qu'assez. C'était bien de pouvoir enfin voler de mes propres ailes. Exactement quelque chose pour lequel ils vous prépareront. Je devais comprendre les routines matinales, après la garde d'école, la préparation des repas, toutes ces affaires de parents. Ma fille m'accompagnait parfois lors des livraisons du week-end quand je ne trouvais pas de baby-sitter. Elle s'asseyait sur le siège passager pour m'aider à trier les colis et me donner des directions. C'était en fait certains de mes moments préférés où elle entendait rire de mes mauvaises blagues pendant que nous roulions en ville. Sont naturellement curieux de connaître leurs parents. C'est comme ça que ma fille a commencé à poser des questions sur sa mère biologique. J'ai pas essayé d'édulcorer quoi que ce soit. Je lui ai dit directement que la donneuse d'ovules avait choisi une vie différente qui n'incluait pas d'être mère. C'était vraiment une bonne chose, elle se débrouillait bien à l'école, elle avait un super groupe d'amis et nous étions solides. Juste elle et moi contre le monde, nous n'avions besoin de personne d'autre, puis juste avant son 15e anniversaire, tout s'est mal passé. Donnée est soudainement apparue sur Instagram, glissant dans mes DM comme si elle n'avait pas été MIA depuis presque 15 ans. Elle a dit qu'elle pensait à notre fille et voulait la rencontrer parce que 15 ans de silence radio n'était pas assez de temps pour y penser. Je voulais la bloquer tout de suite. Et là, quelque chose à propos de son message semblait juste bizarre, comme si vous receviez un de ces SMS frauduleux qui semblent légitimes au début, mais vous savez qu'il y a des problèmes à venir. J'avais mes raisons de ne pas vouloir que la donneuse d'ovules s'approche de ma fille. Lorsque nous nous sommes rencontrés à cette fête à la maison, elle était déjà mêlée à des personnes douteuses. Tout le monde savait qu'elle faisait la fête dure et pas seulement les trucs habituels de l'université. Ça, ma fille allait très bien et que si elle voulait la rencontrer, elle devrait attendre d'avoir 18 ans. Alors ce serait le choix de ma fille. La donneuse d'ovules m'a laissé sur ride. Tu sais, cette chose ennuyeuse où ils voient ton message mais ne répondent pas. Je pensais que c'était la fin. J'aurais dû le savoir. Mais elle est allée dans mon dos et a trouvé l'Instagram de ma fille. Une maman, et lui est la raison pour laquelle nous ne pouvions pas être ensemble. Ma fille ne m'a jamais mentionné aucun de ses messages, mais j'ai commencé à remarquer des changements dans son comportement, la façon dont elle me regardait à peine pendant le dîner, comment elle a arrêté de me parler de sa journée après mon retour de mes itinéraires, des petites choses qui s'ajoutaient à quelque chose qui n'allait pas. Le comportement de ma fille a radicalement changé, presque du jour au lendemain. Un jour, nous plaisantons pendant que je trie les colis pour mon itinéraire du lendemain. Le lendemain, elle me parle à peine. Elle claquait sa chambre, la porte roulait des yeux quand j'essayais de lui parler pour les plus petites choses, c'était pas mon enfant. Elle avait toujours été cette fille adorable qui laissait des petites notes dans mon sac à lunch quand je partais pour les livraisons. Une excuse pour partir, puis il y a eu cette nuit qui m'a vraiment fait peur. Elle n'est pas rentrée après l'école, 2 heures de retard, pas de SMS. Rien, nous avions cette règle. Nous prévenions toujours si nous sommes en retard. Je lui enverrai un SMS si un itinéraire de livraison prenait plus de temps que d'habitude. Elle enverrait un message si elle étudiait chez un ami. Mais ce jour-là, silence complet, j'ai dû lui envoyer 20 messages et appels lui demandant où elle était quand elle est finalement rentrée à la maison. Elle avait l'air horrible, les yeux rouges, les cheveux en désordre. Je lui ai demandé si elle allait bien et elle s'est effondrée en pleurant juste là dans notre cuisine, que c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit tout ce que la donneuse d'ovules l'avait trouvé sur Instagram il y a des semaines. Ils avaient échangé des messages et ce jour-là, ils s'étaient rencontrés en personne. Ma fille pleurait à propos de toutes ces choses pour ne pas me dire qu'ils parlaient. Ils ont dit que j'essaierais de les empêcher d'avoir une relation si je savais qu'ils s'étaient rencontrés après l'école ce jour-là et que la donneuse d'ovules lui avait vraiment fait un numéro sur la tête. Elle lui a raconté toute cette histoire sur la façon dont je l'avais forcée à renoncer à la garde, comment je l'avais menacée jusqu'à ce qu'elle signe les papiers, des trucs vraiment méchants. Elle a fait croire que j'avais volé ma fille. Elle avait empêché d'avoir une mère toutes ces années. Je voulais frapper un mur.
Voici cette femme qui s'est éloignée de notre enfant sans regarder à l'époque, et maintenant, elle me décrit comme le méchant, mais je ne pouvais pas le perdre, pas avec ma fille assise là en train de pleurer, et croyant à tous ces mensonges, je devais garder le cap. J'ai rappelé à ma fille ce qui s'était réellement passé, comment la donneuse d'ovules avait fait comprendre qu'elle ne voulait pas être maman. Elle était prête à donner notre bébé à des inconnus jusqu'à ce que j'intervienne. Je lui ai dit qu'elle savait où nous vivions, elle avait mon numéro, elle a choisi de ne pas être impliquée, mais ma fille n'entendait rien de tout cela. La donneuse d'ovules lui était parvenue en premier, lui a rempli la tête de toutes ces histoires. Mon enfant m'a crié dessus. Il a dit que cela avait ruiné sa vie en l'éloignant de sa mère. Pour savoir pourquoi elle racontait ces mensonges à mon enfant, mais elle n'a pas du tout reculé, elle a juste commencé à dire qu'elle était trop jeune pour comprendre quand elle a renoncé à ses droits. Et maintenant qu'elle était mature, elle méritait d'être dans la vie de ma fille. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme tu ne peux plus me garder ma fille. Ma fille, vraiment après 15 ans sans rien, tout d'un coup, elle revendique ses droits parentaux. J'ai tout essayé pour les empêcher de se rencontrer. J'ai dit à la donneuse d'ovules de reculer. Je lui ai rappelé l'accord de garde. J'ai même menacé d'avoir des avocats rien impliqués de travail. Elle continuait à voir ma fille dans mon dos. Et mon enfant l'acceptait à chaque fois que j'essayais d'expliquer les choses à ma fille. Elle avait fermé ses portes ou commencé à défendre la donneuse d'ovules. La donneuse d'ovules a commencé à se comporter comme si elle possédait l'endroit. Elle voulait connaître les notes de ma fille, ses amis, ses activités, tout ce qu'elle a commencé à se présenter à des endroits où elle savait que nous serions. Elle a même essayé de rejoindre le groupe de discussion des parents pour la classe de ma fille. Pendant ce temps, ma douce enfant, qui m'aidait à trier les colis et à me raconter sa journée, est devenue quelqu'un que je connaissais à peine. J'ai commencé à parler d'enfreindre les règles en restant de retard. La donneuse d'ovules l'a simplement encouragée en lui disant que j'étais trop stricte. Je revenais de mon itinéraire d'accouchement pour découvrir que ma fille s'était à nouveau faufilée probablement avec la donneuse d'ovules. Mes SMS restaient sans réponse pendant des heures. Quand elle était à la maison, elle s'enfermait dans sa chambre ou était au téléphone en m'ignorant complètement. Je suis rentré de mon itinéraire d'accouchement un jour pour trouver ma fille debout dans notre cuisine avec la donneuse d'ovules. La mâchoire, jusqu'à la clavicule, à 15 ans, mon cerveau a juste arrêté de fonctionner pendant 1 minute. Je n'ai rien contre les tatouages, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur corps, mais les tatouages hauts, cou de ma fille de 15 ans, ma fille est restée là comme si ce n'était pas grave en me disant qu'elle voulait des tatouages. Depuis un moment, la donneuse d'ovules l'avait emmenée dans un magasin de tatouages, l'avait aidé à choisir les dessins. Je me soucie de vérifier ma carte d'identité. Je l'ai perdue. J'ai commencé à crier à quel point c'était stupide et dangereux. C'était pas de petits tatouages cachés qu'elle pouvait dissimuler. Ils étaient juste là sur son cou pour que tout le monde puisse les voir. Mais ma fille a juste levé les yeux au ciel comme si j'étais dramatique. Puis la donneuse d'ovules a eu le culot de dire que tu es tellement contrôlante. Elle m'a dit quand j'avais son âge. Je faisais des choses bien pires que de me faire tatouer correctement, parce que ça me permet que cette femme revienne dans la vie de ma fille après 15 ans et commence à prendre des décisions permanentes. À propos de son corps, je voulais les jeter tous les dehors de chez moi. À la place, j'ai dû rester là pendant que cette personne, qui n'avait jamais changé une seule couche, m'a sermonné sur la parentalité. J'ai déchiré la donneuse d'ovules en lui disant exactement ce que je pensais de sa parentalité. Je lui ai dit que ma fille avait besoin de conseils réels, pas d'une maman cool en herbe qui l'encourageait à faire des choix stupides, mais elle a juste ri en disant que ma fille pouvait prendre ses propres décisions facilement pour elle, de dire qu'elle n'avait pas passé 15 ans à élever cet enfant. Ma fille a commencé à rentrer à la maison avec de nouveaux piercings au visage chaque semaine, puis elle s'est rasée la moitié de la tête, puis les 3, 4, laissant ses mèches de cheveux aléatoires qui avaient l'air horribles. Elle a commencé à porter ses vêtements déchirés à l'école qui couvrait à peine tout. Ses professeurs n'arrêtaient pas de m'appeler entre mes livraisons pour me dire qu'elle enfreignait le code vestimentaire et causait des perturbations. J'ai ouvert son bulletin de notes. Mon estomac s'est dégonflé. Je rentrais du travail pour trouver des notes de l'école sur les cours manqués. Mon hétéro, un enfant, était maintenant envoyé régulièrement en détention. La donneuse d'ovules pensait probablement que tout allait bien. Elle lui a probablement dit que sa rébellion était normale ou des conneries comme ça. En attendant, je regarde mon enfant gâcher son avenir et je ne peux rien faire pour l'arrêter. J'ai tout essayé pour la joindre entre les accouchements. Je lui ai demandé de voir le conseiller scolaire en pensant que peut-être qu'elle s'ouvrirait à quelqu'un d'autre. J'ai appelé mes parents pour lui parler de rien.
C'était comme parler à un mur. Elle regardait simplement son téléphone ou s'éloignait. La donneuse d'ovules ne m'aidait pas à chaque fois que j'essayais de fixer des règles ou des conséquences. Mais cette année, ma fille a insisté sur le fait que la donneuse d'ovules devait venir, a dit qu'elle n'aurait pas la fête sans sa mère là. Ce mot ressemblait à une gifle, mais j'ai cédé. Je pensais que provoquer une scène ne ferait que pousser mon enfant plus loin. En regardant en arrière, j'aurais dû savoir que ce serait un désastre. Ma fille s'est présentée à ses 16 ans en ayant l'air d'avoir évalué une benne à ordures punk rock. Elle portait cette chemise qui était plus de trous que de tissu associée à ce petit short qui n'était en gros que des fils. Elle avait pris des ciseaux pour tout ce qui était des vêtements cheveux, vous l'appelez. Ses cheveux étaient complètement rasés d'un côté, les taches rondes laissées longues de l'autre, les tatouages sur au cou étaient déjà assez mauvais, mais maintenant elle en avait un nouveau énorme, juste sur sa clavicule, juste le mot F en lettres fantaisie, là où tout le monde pouvait le voir, ajouter tous les piercings au visage, et mon enfant avait l'air complètement différent de la douce fille sur les photos d'anniversaire de l'année dernière. Mon corps, ma tante, a failli s'étouffer avec son verre. Quand elle l'a vu, mon oncle, s'est juste retourné et est sorti tout droit. Je ne peux pas vraiment leur en vouloir, ce n'était pas exactement ce à quoi ils s'attendaient lors d'une fête d'anniversaire de famille. Ma fille n'arrêtait pas de se promener comme si elle était à un défilé de mode rebelle, s'en fichait que ses grands-parents pouvaient à peine la regarder ou que ses petits cousins demandaient à leurs parents pourquoi elle avait de gros mots sur son cou. Je m'aurais d'envie de dire quelque chose, mais que pouvais-je faire pour faire une scène à sa fête d'anniversaire, lui dire d'aller se changer. Quand la donneuse d'ovules, je la soutenais parfois. Tu dois choisir tes batailles. Celle-ci se sentait déjà perdue. J'ai surpris la donneuse d'ovules en train d'essayer de donner du vin à ma fille pendant la fête, en lui poussant simplement le verre, en lui disant qu'un verre ne ferait pas de mal. J'avais déjà bu avant. Il s'est avéré que la donneuse d'ovules l'avait emmenée dans un bar. Mes enfants étaient assis là, se vantant de la façon dont elle avait complètement gaspillé 4 ou 5 verres de vodka. Je l'ai perdu juste là, devant tout le monde. Ce n'est pas mon meilleur moment de crier à propos des arrestations lors d'une fête d'anniversaire, mais entendre mon enfant parler de sa saillie comme si c'était un exploit m'a poussé à bout. Ma fille a sauté en défendant la donneuse d'ovules, a dit que c'était son idée d'aller boire, qu'elle avait supplié d'aller au bar, et la donneuse d'ovules a simplement accepté comme ça. Ça a amélioré les choses, d'une manière ou d'une autre. La donneuse d'ovules est restée là, souriante, me disant que j'étais possessif et contrôlant, a dit que si je continuais à étouffer ma fille comme ça, elle finirait par m'a complètement exclu de sa vie. Je ne reculais pas. Je leur ai dit à tous les deux qu'empêcher ma fille de 15 ans de boire n'était pas un contrôle. Cela s'appelait être parent. C'est littéralement ce que la loi attend de moi. Mais avant que je puisse finir, ma fille a juste explosé et a commencé à crier qu'elle n'était plus un bébé, que je devais arrêter de la traiter comme telle. Puis, elle m'a frappé avec quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre de mon propre enfant. Elle m'a dit que si je signalais la donneuse d'ovules au CPS ou à la police, elle me le ferait. Mentir et dire que je l'avais maltraitée, ma fille, le même enfant que j'avais élevé seul, celui pour lequel j'avais réorganisé mes itinéraires d'accouchement afin de pouvoir assister à chaque événement scolaire, celui que j'avais passé 15 ans à mettre en premier cette année-là, menaçant d'inventer des histoires d'abus à mon sujet maintenant, elle était prête à me jeter sous le bus pour quelqu'un qui s'était éloigné d'elle sans une seconde pensée. Ma fille n'avait pas fini. Elle a dit que la donneuse d'ovules était un meilleur parent que moi parce qu'elle était amusante et compréhensive, a dit l'œuf. La donatrice l'a laissé vivre sa vie au lieu de la contrôler comme je l'ai fait, puis elle m'a vraiment tordu le couteau. Il m'a traité de père horrible juste là, devant tout le monde, a dit qu'elle souhaitait pouvoir simplement aller vivre avec sa vraie mère. J'ai livré des colis dans des blizzards, j'ai travaillé en double quand d'autres chauffeurs ont appelé pour Zeremonie Maria Karl, einige Freunde und Emmas Kollegen, nachdem wir nach Albany gezogen waren, war meine Familie dort. Und Maria und Karl konnten oft zu Besuch kommen. Ich reduzierte meine Schichten, am Krankenhaus. Ich wollte zu Hause sein. Emmas Bauch wuchs schnell. Wir fanden ein Haus mit 4 Schlafzimmern in der Nähe meiner Brüder. Marcy und Emma wurden unzertrennlich beim Dekorieren des Kinderzimmer und Vorbereitungen für die Zwillinge. Als der Tag kam, brachte Emma 2 gesunde Mädchen zur Welt. Jedes wog fast 7 Kilogramm. Das Leben wurde zu einem verschwommenen Bild aus Füttern, Windeln und schlaflosen Nächten. Ich hatte vergessen, wie sich Ruhe anfühlt. Maria und meine Mutter wetteiferten darum,
die beste Oma zu sein. Mein Vater und Karl übertrafen sich gegenseitig bei Hausprojekten. Ich versuchte nicht einmal mitzuhalten. Es ist komisch, wenn das Leben dich niederschlägt. Passiert etwas Schönes. Ich verlor meine erste Frau durch eine Affäre. Ich dachte, sie liebte mich, aber das tat sie nicht. Sie verbarg ihren Verrat, bis es uns zerstörte. Lange Zeit fühlte ich mich schuldig, aber es war nicht meine Entscheidung. Diese Ehe zu beenden, sie traf diese Entscheidung in dem Moment, in dem sie mich betrogen hatte, Emma zu treffen, war reines Glück. Wenn ich in Neufundland nicht einen platten Reifen gehabt hätte, hätte ich sie vielleicht nie kennengelernt. Und jetzt habe ich eine wundervolle Frau, 2 wunderschöne Töchter und eine Zukunft, auf die ich mich jeden Tag freue. Das ist das Leben, das ich haben sollte. Wie immer habe ich das letzte Wort kurz nach meinem Umzug in die USA, Marcy. Und ich war bei Ikea einkaufen, als eine Frau uns anstarrte sie. Kannte Marcy, ganz klar, Marcy drehte sich zu ihr cool. Hi Diane, das war's. Keine Höflichkeiten. Ich wusste, wer sie war, kein Foto nötig. Diane, die Frau, die einen guten Mann umsonst weggeworfen hat. Hey Marcy, wie läuft's? Fragte Diane. Ich bewegte mich leicht und ließ meinen hochschwangeren Bauch sehen. Sie war sich ziemlich sicher. Aber schön macht einen nicht schlau. Marcy ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, Diane. Das ist Emma Davids Frau. Wir kaufen Babymöbel. Sie hielt gerade lange genug inne. Sie bekommt Zwillinge. Und damit nahm Marcy meine Hand und wir gingen leise weg, murmelte sie, Nutte. Später lud sie unsere Einkäufe ein. Marcy erzählte mir die ganze Geschichte von Dianes Verrat. Das meiste wusste ich schon, aber es von jemand anderem zu hören, ließ es sich realer anfühlen. Davids Familie sprach nie von ihr. Sie hatten sie ausgelöscht. In der Nacht, als David nach Hause kam, liebten wir uns. Ich liebte es, ohne Kleidung mit ihm zu sein. Es fühlte sich immer an wie das erste Mal. Ich träumte davon, dass wir eines Tages wieder Motorrad fahren und reisen. Ich war mir nicht sicher, wann mit 2 Babys, aber vielleicht boten uns Davids Eltern sogar eines Tages ihr Wohnmobil für Ausflüge mit den Mädchen an. Die Motorräder konnten warten, das Leben war perfekt, die Musik